Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien pour ce workshop où on va parler de no code. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte sur le live et on va pouvoir démarrer. On va passer à peu près une petite heure ensemble et on va faire des trucs super cool justement. J'ai un petit programme à mon avis que vous allez adorer. En attendant, du coup, déjà bonjour à ceux qui se connectent. Pour les autres, je sais que le temps que les mails arrivent, que le live soit, que les gens finissent par avoir le lien, ça met un tout petit peu de temps avant d'arriver. Donc en attendant, écoutez, si vous le voulez, vous pouvez déjà vous présenter sur le chat. Euh, et je suis curieux un peu de savoir aussi, justement, quelle est votre expérience déjà en no-code? Est-ce que vous avez déjà tenté des outils? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites du no-code? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des gens sur le workshop qui doivent peut-être aller sur d'autres outils, enfin, ou en tout cas qui, pour ceux qui ont peut-être fait du no-code avant, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague avec des nouveaux outils powered by AI qui sont hyper intéressants. Euh, donc parlez-nous un peu peut-être de votre expérience, de ce que vous avez déjà utilisé comme outil. Et ça permet toujours un peu de calibrer un peu le workshop aussi. Et on va démarrer dans une minute pour justement ce workshop. Hmm. Vous pouvez aussi nous dire d'ailleurs d'où vous venez en France. Souvent les gens sont en France, mais si vous êtes ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à dire d'où vous venez. C'est toujours sympa de voir que du coup, on est maintenant que l'école a grandi, on a des gens partout, même dans le monde, justement jusqu'au Canada, etc., etc. Donc c'est assez chouette. Mm. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent. On va démarrer dans 30 secondes, vraiment, le workshop. On finit juste que tout le monde arrive, se connecte, soit prêt. Ce workshop va être assez hands-on, donc on va vraiment pratiquer. Il va y avoir beaucoup de démos. D'ailleurs, ce que je conseille pour tous ceux qui vont essayer de suivre, ce workshop, du coup, va potentiellement, vu que c'est un workshop, ça va potentiellement aller un peu vite, puisque du coup, on a peu de temps et le but, c'est de condenser pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, si je peux vous donner un conseil pendant la suite du workshop, c'est si vous voulez suivre avec moi et cliquer en même temps, je veux dire, sur les boutons, sur les applications, etc., etc., n'hésitez pas. Mais si vous commencez un peu à être à la traîne, entre guillemets, parce que vous n'avez pas setupé tous les comptes, que ça va un peu vite, etc., etc., ce que je vous conseille, c'est plutôt de lâcher ce que vous faites, quoi, et de suivre sur mon écran. Vous allez voir, le plus important, c'est que vous captiez un peu justement les différentes briques, quoi. Et comme ça, après, vous pourrez le refaire à la maison. Puisque du coup, notamment, vous allez avoir accès après le workshop à l'ensemble des contenus qui ont permis de le créer justement sur notre plateforme qui s'appelle Julie. Donc vous aurez un accès gratuit, donc tout ça, ce sera disponible. Et comme ça, vous pourrez le reprendre tranquillement à la maison. Donc ne soyez pas inquiets là-dessus, vous aurez tout. Je vous conseille de pas en perdre une miette quoi, sur en tout cas le replay pour que le but c'est que vous compreniez déjà ce que j'essaie de vous montrer dans son ensemble. Euh, eh bien, allons-y, démarrons ensemble et puis on va parler no code. Alors, pour vous dire du coup l'objectif de ce workshop aujourd'hui, ce que je vous ai concocté justement, je me suis dit que ce serait intéressant, c'est de créer votre premier site e-commerce en no code. Plutôt que de faire juste une petite landing page où vous avez un mail à mettre, etc., etc., je me suis dit, on va pouvoir pousser, on va voir ce que le no-code nous permet de faire. Et c'est vrai que là, vous allez pouvoir vendre carrément des produits. Et donc, je me dis que ça peut s'appliquer à beaucoup de gens qui ont envie de justement, qui ont des petits objets, peut-être qu'ils font de manière artisanale ou qui font des super t-shirts et des trucs comme ça, ou bref, que vous avez des trucs à vendre. Et ben là, vous allez pouvoir justement les commercialiser sur Internet en, allez, même pas une heure grâce justement à Lovable. Et N10, on va en parler aussi en bonus un petit peu, mais c'est vrai qu'on va se centrer beaucoup sur Lovable, qui est un super outil justement pour créer des prototypes no-code. Donc, on va faire ça. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Antoine, du coup, et je suis le fondateur de Jeda. Donc, Jeda, c'est une école dédiée au métier de la tech.
que j'ai fondé en 2017 maintenant. Donc, on forme plus de 1000 personnes par an, justement, particulièrement en France, mais aussi du coup à l'étranger. Avant ça, moi j'étais data scientist et j'ai enseigné du coup des cours à la fois en data science, en data engineering, en data analytics et aussi justement en dev web aux US. Donc ça fait pas mal de temps maintenant que je suis dans ce monde-là de la tech. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et justement sur la partie no code, c'est vrai que du coup surtout dans mon expérience à la fois aux US et à la fois justement dans Jeddah, se pose toujours la question justement de no code versus low code versus full code, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai pu justement utiliser pas mal d'outils avant l'ère justement de l'IA générative, donc j'aurais pas mal de choses, enfin de retours d'expérience que je pourrais vous donner sur l'ensemble de ces éléments. Et voilà. Donc pour vous représenter Jeddah de manière un peu plus précise, donc comme je vous disais, j'ai fondé l'école en 2017, donc si mes calculs sont bons, ça fait à peu près 8-9 ans qu'elle existe. Je dirais que ce qui fait vraiment notre différence depuis justement toutes ces années, c'est que on met un point d'honneur à la qualité pédagogique de l'ensemble de nos programmes, puisque du coup, ce qui m'a importé moi dans la tech, j'avais pas ce background-là. Moi, au départ, j'étais pas un ingénieur, un techos, quoi. Je venais du monde du commerce. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé dans ce monde-là de la tech, c'est que c'est un monde magnifique dans le sens où on peut s'ouvrir à beaucoup d'opportunités. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est la barrière à l'entrée au départ, où moi, je me souviens quand j'ai commencé à apprendre sur YouTube à coder, quoi, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans une espèce d'océan de connaissances dans lequel il fallait un peu se débrouiller pour trouver son île, quoi. Euh, et c'est un peu la raison d'être de Jeddah, c'était que justement de se dire qu'on n'est peut-être pas obligé justement d'avoir cette expérience-là de se retrouver noyé dans tout ce qu'il faut apprendre et de plus trop savoir où on se doit se diriger. Et donc justement, j'ai voulu prendre des cours et de créer des cours pour les personnes de tout background, que justement on soit d'un niveau ingénieur, mais aussi qu'on soit comme moi au départ, venant de nulle part, quoi. Et d'amener justement de ce point-là à votre objectif professionnel, qui peut être justement de se reconvertir dans le monde de la tech, mais ça peut être aussi justement de proposer des produits, de proposer des nouvelles offres de conseils. Ça peut être aussi justement de juste monter en compétences. Il y a pas mal de choses que les gens cherchent justement quand ils veulent se former. Mais l'objectif justement, ça va être de créer des programmes qui soient d'une qualité telle qu'ils puissent justement vous amener vers cet objectif. Et donc, c'est vrai que ça marche plutôt bien parce que du coup, chaque année, aujourd'hui, on a des awards un peu best bootcamp, donc notamment en data science, en cybersécurité, qui nous font plaisir. Donc, on est content de le montrer parce que c'est pour ça qu'on le travaille tous les jours. C'est pour nos élèves et pour justement ce, ce monde magnifique qu'est l'éducation et d'enseigner justement au plus grand nombre. Alors justement, donc, en parlant d'enseignement, il est temps de démarrer justement sur ce workshop. Donc allons-y, je vais quitter mes slides et on va démarrer. Je vais démarrer par d'abord un petit tableau noir pour qu'on se mette ensemble, enfin qu'on ait un peu les termes enfin qu'on soit au même niveau et aligné au niveau des termes que je vais utiliser et que vous compreniez un petit peu déjà l'ensemble théorique, que vous ayez un petit peu de profondeur là-dessus avant de démarrer sur les outils. Et notamment, il y a deux choses qu'il faut que vous compreniez. C'est déjà, qu'est-ce que c'est que le no-code? Et ensuite, il faut que vous compreniez le concept de front-end et de back-end. Donc justement, allons-y, je vais vous expliquer déjà ces deux trucs-là. Et donc, on va commencer par la partie no-code. Donc, qu'est-ce que c'est que le no-code? En fait, déjà, le no-code, c'est un truc qui existe depuis assez longtemps en vrai, hein. Ça fait, en fait, on n'appelait pas ça vraiment du no-code avant, mais déjà dès 2010, grosso modo, ça commençait déjà à prendre ce concept parce que on se rendait compte que dev des trucs, ça coûtait cher et surtout parfois qu'il n'y avait pas vraiment la valeur, enfin, qu'il n'y avait pas nécessairement un retour sur investissement assez énorme pour investir sur des devs, quoi. Et donc, c'est là qu'est apparu le no-code. Et notamment, en fait, les premiers trucs qui ont été un peu. Enfin, déjà qu'on commençait à démarrer cette vague, c'était des outils comme Zapier d'automatisation qui vous permettaient de justement d'automatiser des tâches sans avoir à coder et d'utiliser ce qu'on appelle des API, enfin bref, sans avoir à coder avec du Python et des trucs comme ça pour pouvoir connecter vos applications entre elles. Et déjà, ça a aidé, enfin, ça a été déjà un boom assez énorme.
Mais depuis, après, ça s'est un peu généralisé sur plein d'outils parce qu'on s'est rendu compte que l'automatisation, par exemple, c'est vachement bien. Donc, je dis automation, c'est vachement bien. Mais du coup aussi, des bases de données, ce serait vachement bien de pouvoir les accéder, les manipuler sans avoir à toucher un truc, pour ceux qui sont un tout petit peu dev, sans avoir à toucher un truc qui s'appelle du SQL, qui est encore de la programmation. Et ben, on est arrivé avec justement un outil qui s'appelle Airtable, par exemple, qui est une super, bon, maintenant startup, je ne sais même pas si on pourrait appeler ça une startup, mais en tout cas, c'est une belle licorne qui a justement permis d'accéder à plein d'outils comme ça, enfin, justement des bases de données comme ça. On avait aussi tous les outils de justement collaboratifs de création de contenu, donc content, je vais appeler ça content, et vous avez sûrement entendu parler d'un truc qui s'appelle Notion. Voilà. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, vous avez ce qu'on pourrait appeler une stack d'outils qui vous permettent de créer des choses, de créer des produits, de créer des applications sans avoir à les coder. Alors justement, après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ces outils-là, plus vous les utilisez et plus ils deviennent complexes, et finalement, plus vous devez chercher de la flexibilité. C'est-à-dire que Airtable, c'est bien, mais au final, vous allez vouloir avoir de la donnée qui est comme ci, comme ça. Les automatisations sur Zapier, elles doivent être en 25 étapes, donc il y a plein de scénarios que vous voulez prendre en compte. Notion, pareil, bref. C'est là où est arrivé un peu le concept où justement, on a dit, s'il nous faut plus de flexibilité, il faut qu'on parle de low code. Donc le low code en général, c'est des applications où vous utilisez un outil de code de no code pardon, au départ, et puis de temps en temps, vous lui rajoutez un petit bout de code. Donc c'est assez connu, par exemple, quand vous voulez créer votre site web, website. Voilà. Et en site web, il y a un outil qui est assez connu maintenant qui s'appelle Webflow, par exemple. Pour créer des sites vitrines, c'est vachement bien. Et donc ça, vous pouvez le faire avec du clic-bouton et voilà, créer votre premier site web. Mais du coup, au fur et à mesure que vous voulez un peu des animations un peu stylées, etc., vous devrez du coup faire un tout petit peu de code de manière sporadique, quoi. Et donc d'utiliser du JavaScript, par exemple. Et donc ça, c'est en ça qu'on dit low code, c'est parce que du coup, j'ai pas eu à tout coder, mais j'ai eu un petit peu à coder des petites parties, quoi. Et donc c'est ça qui est vachement bien, c'est que je dois me concentrer sur ces petites parties et tout le reste, c'est fait assez rapidement, quoi. Et après, du coup, forcément, vous avez le full code. Et en fait, tout est une question de niveau de flexibilité et de customisation, on va dire, hein, parce que je dirais que je pourrais tout à fait faire une espèce de flèche comme ça. Et donc, cette flèche, elle est complètement corrélée à votre niveau de customisation, ou en fait, ce que je pourrais appeler de flexibilité, ou votre besoin en flexibilité, flexibility. J'écris un peu comme un médecin, donc j'espère que vous arrivez à lire. Mais c'est vraiment ça, en fait, hein. Plus vous utilisez, plus vous avez besoin de flexibilité, plus vous allez devoir aller sur du full code, moins vous avez besoin de flexibilité, et plus vous avez besoin de rapidité finalement, et plus vous aurez sur du no code. Okay, donc d'ailleurs, je peux pouvoir le faire en graphe comme ça. Tac, en fait, hein, je dirais flexibilité et puis vitesse, quoi. Même, on pourrait même faire un deuxième axe retour sur investissement, quoi, ROI, quoi. Donc en gros, voilà. Et là, je vais faire flex. Et finalement, c'est flex et on pourrait dire slash rapidité aussi, hein. Ouais, rapidity, je pense que ça se dit pas vraiment en anglais, mais bon, excusez-moi de mon franglais. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que moins vous êtes flexible et plus votre ROI du coup sur l'application est faible, plus vous allez chercher du no-code. Ok, vous avez besoin d'un truc rapide qui fasse le taf, quoi. Plus votre ROI est un petit peu élevé, plus vous pouvez y passer du temps et donc plus vous avez besoin de flexibilité, plus vous allez aller sur du low code. Ok. Et après, si vous avez un truc, c'est vraiment votre cœur business, quoi, et que du coup, il faut que vous passiez du temps, là, vous allez faire du full code. Ok. Je vais réécrire, excusez-moi, parce que là, c'est vraiment full, voilà, code. Ok. Je pense que c'est un petit graphe qui est plutôt pratique à essayer de comprendre. Alors, c'est de l'à peu près, hein, on n'est pas sur de la mathématique pure là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ok. Et justement, c'est ce qui d'ailleurs me fait faire une toute petite aparté sur le no-code, low-code, full code, quoi. C'est que ça, c'est pas des trucs en silo, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous dire, et c'est mon conseil d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous dire, ah oui, alors attends, moi je suis partisan du no-code et il faut que je fasse tout en no-code, etc., etc. Notamment, en fait, à l'ère de l'IA, les frontières entre full code, low code et no code, elles sont vraiment de plus en plus poreuses. Et vous allez voir, notamment avec l'outil qu'on va utiliser qui s'appelle Lovable,
on se retrouve avec justement un outil qui génère du code de manière automatique, sur lequel on a accès au full code finalement, mais on va développer en espèce de manager, comme dirait Arthur Mensch, et donc on va pouvoir, sans vraiment nous toucher au code, créer une application. Et donc c'est ça qui est important, c'est que vous, à partir du moment où vous voulez justement devenir expert, il n'y a pas de frontières, mais ne mettez pas de frontières, genre si je fais du no-code, je pourrais jamais aller en full code, etc., etc. Tout est une question de justement de niveau de ROI que vous voulez, enfin, que vous prévoyez plutôt, et de niveau de flexibilité de customisation. Et très souvent, potentiellement, parfois, on démarre avec du no-code, puis on progresse sur la même application avec du full code, etc., etc. Enfin, il faut que vous puissiez jouer avec ça. Euh, et donc, euh, et donc, c'est comme ça que vous gagnerez en expertise d'ailleurs. Ok. Donc voilà pour la partie no code. Donc je pense que vous avez compris un petit peu l'ensemble. Maintenant, du coup, pour vous rapprocher un petit peu déjà de la démo et que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne une application justement derrière le rideau, eh bien, il faut que vous compreniez un concept qui est le concept de front-end et de back-end. Ok. Front versus back. Et donc, du coup, je mets end ici, mais il y aurait un front-end techniquement ici aussi, hein. OK. Alors, front-end versus back-end. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que dans le monde de la tech en général, peu importe que vous fassiez du low-code ou du no-code d'ailleurs, ça marche quand même de la même manière au final. C'est que vous avez toujours une façon de développer qui est la façon d'essayer de découper un maximum les différentes technologies pour garder les choses les plus... Enfin, pour utiliser des outils qui sont les plus spécialisés et qui vous permettent d'aller le plus vite possible dans votre microservice, quoi. Et notamment, quand on développe une application, en général, le découpage le plus commun, en fait, c'est de faire de la façon suivante, c'est d'avoir une partie de vos équipes, mais aussi du coup des technologies qui y sont afférées, qui sont liées un peu au design du site. Alors quand je dis le design, c'est plutôt d'ailleurs toute la partie UX, UI aussi, enfin c'est les interactions qu'il y aura, c'est vraiment finalement la partie visible à l'utilisateur. Ok. Ça, votre end user, la personne avec qui enfin pour qui vous voulez créer votre application, ça c'est ce qu'elle voit. Ok. Donc par exemple, si vous avez votre super application là dans laquelle vous avez mis des petits liens ici, vous avez, je sais pas, hop, différents éléments là, hop, un grand truc ici. Voilà, et votre user, il interagit avec tout ça, bah ça, c'est votre front-end, ok? Ça, c'est vraiment la partie visible par l'utilisateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette partie, elle est vachement importante et c'est pour ça qu'on l'a vraiment découpée, qu'on s'en est fait un focus, parce que, bah, du coup, dans les années, enfin, à l'époque déjà des Airbnb qui sortaient, etc., où on commençait à avoir vraiment des applications qui, qui, qui étaient vraiment très bien pensées en termes de design et qu'on s'était dit justement, on peut vachement plus convertir, on peut créer ce qu'on appelle de la rétention, donc s'assurer que les utilisateurs restent sur notre site et continuent de l'utiliser et l'utilisent plus le nôtre plutôt que celui du concurrent. C'était justement en prenant le front-end et donc les interactions design, quoi, en se disant que plus c'est user-friendly, plus c'est facile à utiliser, bah, plus les gens vont être fidèles finalement à mon produit. Ok. Donc c'était un peu d'ailleurs ce que commençait à dire Steve Jobs, hein. C'était de se dire, ok, il faut que ce soit simple pour l'utilisateur et qu'on n'ait pas 36 000 boutons, des trucs introuvables, etc., etc. Donc, bah, du coup, si on doit faire ça, c'est qu'il faut vraiment penser les choses pour l'utilisateur et vraiment, bah, du coup, s'assurer que ce qu'on fait, c'est vraiment bien fait, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le flexibiliser. Mais après, du coup, bah, le front-end, ce n'est malheureusement pas, du coup, l'unique chose dont on a besoin pour faire une application. Notamment, bah, si je prends l'exemple de Airbnb, et mettons tout ça, là, ces petits carrés, là, ce serait ce qu'on appelle des listings. Vous savez, c'est donc les appartements qui seraient visibles, etc., avec toutes les photos et tout. Bah, ça, il faut bien que je stocke, par exemple, ces éléments quelque part, les photos de l'appartement, les paramétrages, etc., etc. Et donc, il faut avoir une logique autour de la donnée, finalement, qui va devoir se retrouver dans ce front-end, pardon. Ok. Et donc, justement, j'ai fait un lapsus, mais c'est parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le concept du back-end, justement. Donc, le back-end, c'est quoi? Ça, c'est la partie qui n'est pas visible pour l'utilisateur. Ok. Donc, je vais faire visibility. Voilà. Et on va le barrer parce que ça ne se voit pas. Ok. Les développeurs back-end, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent toute la logique
Et donc, notamment, en fait, ils créent des serveurs, ils utilisent des bases de données, ils utilisent aussi ce qu'on appelle des API. Donc, je ne vais pas revenir sur le concept d'API pour le moment, mais grosso modo, dites-vous qu'ils gèrent un ensemble de bases de données et de data, quoi, que justement le front-end va pouvoir appeler et requêter, quoi, et enfin, justement, pardon, pour pouvoir justement agrémenter ce qu'il doit y avoir sur le site. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ces deux trucs-là, bah, du coup, en général, vous avez une équipe de dev qui s'occupe et qui est spécialisée un peu là-dedans, et vous avez une équipe de dev qui s'occupe et qui est spécialisée du front. Ok. De manière générale, en général, quand vous apprenez le développement, vous êtes ce qu'on appelle un développeur full stack, autrement dit, vous savez faire les deux, mais dans la réalité, quand vous vous retrouvez en entreprise, vous faites front-end ou du back-end. Et justement, c'est pas que les équipes qui se retrouvent là-dedans, c'est qu'après, toutes les technologies derrière pour faire du front et pour faire du back, la stack technologique, elle est assez spécialisée et de plus en plus spécialisée. Donc c'est pour ça qu'on est quand même resté là-dessus, même avec les concepts de no-code et de full-code. C'est que du coup, on se dit, bah, il y aura un back-end et il y aura un front-end. Et même théoriquement, c'est assez sympa de visualiser ça comme ça, parce que ça permet un peu de découper et de mieux comprendre ce qu'on fait, quoi. Ok. Et puis ça permet aussi de répartir les tâches et donc de plus facilement aussi s'organiser. Ok. Donc, tout simple, si vous devez retenir un truc, c'est le front-end, c'est la partie qui est visible, le back-end, c'est la partie qui n'est pas visible et qui gère la logique de données, quoi, autour de l'application. Ok. Alors, une fois que ça c'est dit, eh bien, on va pouvoir passer à la démo et je vais vous expliquer un peu justement le concept. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous avais dit déjà, on va faire un site e-commerce. Donc, le principe, ça va être de se dire, on va faire un shop, quoi. Voilà, dans lequel, bah, du coup, on va pouvoir avoir des produits qu'on va pouvoir vendre, et cetera, avec, comme ce que vous pourriez trouver sur Amazon, et cetera, et cetera. OK? Donc voilà notre shop. Ça, c'est notre shop, c'est ce qu'on veut faire. Pour le faire, eh bien, qu'est-ce qu'on va, justement pour, relier au concept de front-end et de back-end? Bah, en fait, le front, donc toute la partie justement, dans laquelle le user va pouvoir interagir, ajouter au panier, et cetera, ça, on va utiliser l'outil qui s'appelle Lovable. OK? Et alors notre back, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, notre back, on va utiliser, je pense que vous connaissez cet outil, ça s'appelle Shopify. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, Lovable va se connecter à Shopify. Shopify va donner la donnée enfin, va donner les éléments, la donnée pour la data, pour le coup, à Lovable. Et voilà, c'est comme ça que ça va s'interagir. OK? Donc, c'est pas mal. Alors, justement, allons-y et on va démarrer là-dessus. Alors, j'en ai fini avec mon tableau, justement. Et on va pouvoir passer justement à la suite de la démo. Alors, je vais prendre un petit peu de thé parce qu'il faut rester hydraté. Donc du coup, là, je suis sur mon store Shopify que j'ai déjà créé pour le besoin du coup du workshop, puisque du coup, il y a juste un petit, élément comment dire? De vérification du compte qu'il faut faire en amont, si on veut pouvoir récolter des paiements. Donc justement, je zoome un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais si vous voulez récolter des paiements et vraiment que votre online store soit dispo, il faut juste que vous puissiez vérifier votre identité, etc. Donc ça met 24 heures, quoi. Donc là, juste pour le shop, pour le workshop, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre nouveau store. Mais après, on va utiliser du coup celui que j'ai déjà créé en avance pour que vous puissiez voir le truc end-to-end, quoi. Mais donc du coup, si vous avez votre Shopify store, c'est ce sur quoi vous allez tomber. Et moi, je vais créer juste un store from scratch, quoi. Donc ici, comme ça, on a exactement le même niveau de compréhension. Donc vous, à partir du moment où vous allez créer votre compte Shopify, bah, c'est ce que, par exemple, Shopify va vous demander. Donc nous, on va pouvoir utiliser la version freemium, hein. Donc là, je vais cliquer sur Skip, mais du coup, quand vous aurez ce truc-là, où on vous demande de payer au départ, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, sauf si vous voulez vraiment être sérieux et donc poster le store et qu'il soit à dispo pour justement le mettre visible publiquement. Vous pourrez démarrer avec votre souscription qui a 1 € pour les 3 premiers mois.
OK? Mais les 3 premiers jours sont gratuits, donc c'est pour ça qu'on peut skip et qu'on n'est même pas obligé de mettre notre carte bancaire, pour le début. OK? Donc là, je vais lui donner juste un nom, je vais appeler ça Jeda Merch Demo et donc je dis que je veux, vendre online, donc très bien. Tac et voilà et donc mon store est créé et c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Pour ceux qui avaient déjà peut-être utilisé dans le workshop des Shopify, je sais que peut-être il y en a peut-être qui en ont déjà fait un peu justement le truc à la mano et donc techniquement pour ceux qui ont vécu ou qui ont fait des Shopify, normalement la suite là, ça aurait été d'uploader mes produits et cetera, de créer tout un thème et grosso modo passer beaucoup de temps à faire pas mal de setup directement sur Shopify et donc c'est là où Lovable est incroyable, c'est que justement pour moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait dans votre Shopify Store et tout le reste, on va le faire avec Lovable maintenant. OK? Donc le moment que vous attendiez tous arrive. Je roule pas les tambours, mais vous voyez, je suis sûr que vous étiez impatients d'aller directement sur Lovable. Donc justement, on va y aller. Nous voici du coup sur Lovable. Donc je vais zoomer un petit peu aussi et on va pouvoir faire notre online store. Donc, qu'est-ce que c'est que Lovable? Bah, du coup, si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou que vous avez utilisé Gemini, Mistral, enfin peu importe, n'importe quelle app d'IA, vous allez voir que Lovable, ça y ressemble beaucoup dans son interface, mais par contre, c'est pas du tout fait pour la même chose. Autant, du coup, votre ChatGPT, votre Gemini, Mistral, peu importe, il est là pour s'assurer que vous avez comment dire, que vous avez un enfin que vous avez des réponses pardon à vos questions quoi. Vous allez poser des questions et vous allez interagir, vous allez chatter justement pour avoir, on va dire, un ensemble de choses que vous pouvez faire avec quoi. Autant le Hubble, c'est vraiment fait plutôt pour construire des applications. Et donc c'est assez focus là-dessus, mais avec du coup cette nouvelle interfaçage qui est le fait de chatter directement pour avoir votre mock-up quoi. OK? Donc voilà, bah, du coup, on va construire notre application, hein, on va y aller. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est de construire enfin de construire un connecteur, OK? Alors un connecteur, pourquoi? Parce que du coup, dans Lovable, vous avez maintenant, comme dans, Gemini et ChatGPT, vous pouvez connecter des applications externes, OK? Donc je vais vous montrer, je vais aller justement dans Connecteurs ici et voici tous les connecteurs que vous avez à dispo. Alors qu'est-ce que c'est que des connecteurs ou qu'est-ce que c'est que ces applications? Bah, ces applications, c'est des applications externes que vous pouvez utiliser au sein de votre application, que vous allez construire avec Lovable, et qui vous permet justement d'avoir des fonctionnalités additionnelles. OK? Donc vous avez vu, je l'ai déjà ici Shopify et que j'ai Enable. Donc vous l'aurez très certainement pas et donc vous allez pouvoir le cherchez ici, vous tapez Shopify et donc vous cliquerez ici et là, vous ferez Enable, OK? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez très certainement un petit onboarding à avoir. Vous aurez, comme quand vous connectez Google ou quand vous vous connectez avec Google, vous aurez juste à vous, mettre votre mot de passe Shopify et autoriser, Lovable à avoir accès, quoi et puis c'est tout. Et une fois que vous avez ça et que vous avez, du coup Shopify à dispo, tout est bon, OK? Mais vous avez d'autres connecteurs, hein, vous avez plein d'autres choses, et c'est ça qui est vachement chouette maintenant avec ce concept des connecteurs, donc avec ce qu'on appelle d'ailleurs derrière, c'est ce qu'on appelle du MCP, pour Model Context Protocol, qui est justement le protocole qu'on utilise pour justement connecter des applications externes à des modèles d'IA. Mais donc vous voyez, j'ai pas mal de choses à dispo. Donc pour moi, donc, comme je vous disais, on va utiliser Shopify. Le reste, c'est des choses qui ont été déjà dispo par défaut, sauf Airtable que j'ai utilisé pour un autre projet. Donc vous, voilà, assurez-vous que vous ayez juste accès déjà bien à Shopify et qu'il est dispo du coup sur votre workspace. OK? Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien assurez-vous aussi que vous les voyez d'ailleurs là, hein, du coup le connecteur. Donc vous pouvez le recliquer ici et donc comme ça vous retomberez sur la même chose. Donc assurez-vous bien justement que c'est connecté, quoi, que vous avez bien le truc à dispo parce que sinon ça ne va pas marcher. OK. Donc ceci étant dit, j'ai déjà créé un prompt sur Julie justement que vous pourrez accéder après. Sinon vous pouvez le faire à la main, c'est juste moi ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc je vous montre justement le cours d'ailleurs que vous aurez à dispo, qui est le cours que vous pourrez reprendre une fois que vous aurez terminé.
Vous pourrez télécharger d'ailleurs les photos aussi que vous avez enfin que j'ai créé moi à l'avance. Tac, le prompt, comme ça, je vous le mets et comme ça, si vous voulez le copier-coller, vous vous retrouvez avec les mêmes résultats que moi. Donc c'est peut-être plus simple pour suivre. Donc c'est pour ça que je préfère le copier-coller. Et donc le voici. Donc voilà, donc vous avez vu, build a clean e-commerce storefront for a brand called Jedi Merchandising. The store sells branded clothing and accessories, use dark modern design with navy blue and orange, blablabla. Ok. Donc c'était mon prompt que j'utilise pour créer mon application. La seule chose que je vais y ajouter, c'est use the given images to create the merch products. Ok. Et comme ça, je vais pouvoir inclure du coup l'ensemble de mes mock-ups. Et donc vous avez vu, j'ai créé les t-shirts, les sacs, les mugs et voilà, des casquettes avec tous les trucs gratuits de Keaton. Ok. Donc je vais tous les mettre. Hop. Le premier c'était le logo, donc je pense que j'en ai pas besoin. Et voilà. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, juste avant d'appuyer sur Entrée, je voulais juste vous faire un petit disclaimer et surtout, vous avez vu, il y a une petite fonctionnalité là qui est Plan et Build. Donc moi, pour le besoin du workshop, j'ai créé un compte premium. Donc j'ai utilisé, enfin je paye là pour Lovable. La raison étant que j'ai plein d'autres projets et que celui-ci, pour m'assurer que pendant le workshop, j'ai pas de blocage lié à ça, j'utilise la version payante de Lovable. Normalement, sur la version gratuite, vous avez 5 crédits gratuits qui se renouvellent tous les jours. Avec là, si vous utilisez cette fonction directement build ici, vous devrez utiliser 3 à 4 crédits max, ok, juste en faisant ça. Donc, si vous avez besoin après d'itérer vous et que vous ne voulez pas payer pour Lovable, ce qui est compréhensible quand vous démarrez, bah, il faudra juste attendre le lendemain pour continuer vos améliorations, etc., etc. Surtout, ce que je vous déconseille à ce moment-là, c'est de ne pas utiliser Plan quand vous avez la version gratuite de Lovable. Pourquoi? Parce que Plan, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire votre prompt, il va vous poser des questions pour essayer de raffiner ce que vous avez besoin pour votre application. Et donc, il va y avoir plusieurs allers-retours. Et une fois qu'il aura fini de poser ces questions, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous faire tout un résumé de requirements, quoi. Et une fois que vous l'avez fait, une fois que vous l'avez validé, à ce moment-là, il va commencer à construire. Donc, ça va vous utiliser beaucoup plus de crédits. Donc, c'est pour ça que moi, je vais faire directement build. Si par exemple, vous voulez à l'inverse faire des applications, que vous êtes à nouveau très sérieux sur le fait de faire votre online store, etc., etc., bah, je vous conseille de faire Plan. Ça vous permettra déjà d'améliorer le scope quoi, de ce que vous voulez faire. Donc allons-y, du coup, là, je clique sur Affaires et je ne vais pas mettre les notifications, ça je m'en fiche. Mais donc, du coup, là, il va commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'il veut faire pour créer l'application. Donc là, ça va mettre grosso modo entre 3 et 10 minutes, quoi, en fonction des disponibilités de l'application, quoi. Mais vous allez voir, il va quand même vous poser 2-3 questions pour justement accéder au Shopify Store, etc. etc. Ok. Donc vous voyez, c'est en train de mouliner. Et c'est le moment où je vais peut-être me servir une nouvelle tasse de thé. Comme ça, je vais juste attendre les petites questions de Lovable. Et une fois que je sais qu'elles seront parties, je vais pouvoir vous montrer d'autres choses. Bah voilà, donc justement, voici la première question. Donc là, il vous demande, est-ce que je vais créer un nouveau store directement là, avec Lovable? Moi, je vous l'ai fait créer à l'avance. Pourquoi? Parce que du coup, je voulais juste vous montrer un petit peu l'interface de Shopify, que ça ne soit pas non plus complètement magique si demain, vous voulez vraiment utiliser votre store, que vous sachiez quand même où aller, quoi. Mais techniquement, on aurait pu directement avec Lovable créer notre store from scratch, quoi. Et moi, je vais faire Connect to an existing store et je vais faire Submit ici. OK. Donc, il va réfléchir. Et là, c'est le moment de la pause café. En l'occurrence, pause thé pour moi. Et voilà. Donc là, il dit « Ah, je suis en train de me connecter à Shopify. » Donc, il va falloir que je trouve un moyen de me connecter à Shopify. Et donc, du coup, je vais directement aller sur le store pour déjà vous montrer un petit truc. C'est de quoi il va avoir besoin. OK.
Donc en fait, là, il va vous demander, bah, du coup, j'ai besoin d'avoir accès au lien admin de votre store. Ok, donc la prochaine étape, ça va être déjà d'aller donner, hop, ce lien-là. Ok, il va vous demander ça. Donc je vais le copier et potentiellement en revenant sur Lovable, non, il a l'air de, pour l'instant, il attend encore un petit peu. Euh, donc c'est pas grave, on va attendre. Euh, Tac. Et bah du coup, je pense qu'en attendant, ce que je peux faire, c'est vous montrer juste, je vous avais dit en préambule que j'avais déjà créé justement un Shopify parce que voulais vous montrer les fonctionnalités finales, parce que si on voulait les avoir tout de suite, les fonctionnalités finales, bah, en fait, il faut passer par une étape de vérification de votre business, quoi. Donc, notamment, il faut que vous envoyiez votre carte d'identité, etc., pour pouvoir mettre vraiment complètement live votre store. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous montrer où est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut faire tout ça, quoi. Et donc, en fait, ici, si vous allez justement dans Settings, hop, vous avez ici votre Payment. OK? Donc dans Payment, en fait, ici, vous devrez cliquer sur Complete Account Setup et c'est là où, en fait, on va vous demander tout un ensemble d'informations. OK? Donc justement, la première étape, ça va être est-ce que vous faites tourner votre store en tant qu'individu, en tant que business, en tant que société, etc., etc., etc. Donc en fonction, après, on va vous demander plein d'informations sur vous, enfin plein d'informations, les informations légales nécessaires, quoi, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, une copie de votre carte d'identité ou d'un passeport, etc., etc., etc. Donc ça, une fois que c'est envoyé, bah, comme d'habitude, c'est toujours des process de vérification qui sont plus ou moins longs. Euh, donc, si vous le faites en tant qu'individu, ça va être la partie la plus rapide parce que vous pourrez tout faire en live, quoi, de prendre votre photo, etc., etc. Mais si comme nous, vous êtes du coup bah, une société, ça prend un peu plus de temps parce que du coup, il y a plus de papiers à vérifier. Donc ça, c'est le premier élément que vous devrez faire. Ok. Le deuxième, du coup, ça va être de choisir du coup votre plan de paiement, enfin votre souscription. Donc normalement, là, vous avez déjà du coup la partie vous êtes déjà sur la partie free trial avec le 1 euro. Si vous n'avez pas mis votre carte, potentiellement ça peut bloquer. Donc là, vous devrez le mettre. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, eh bien, la dernière partie, c'est que vous devrez cliquer sur votre online store ici. Et donc, vous avez vu, là, il y a un password, justement. Et donc, pour le rendre public, il faudra que vous choisissiez bah, justement Pick a Plan, là, c'est ce qui vous dit, donc de démarrer votre souscription. OK. Donc ça, c'est les seuls éléments que vous aurez à faire après. Et donc une fois que vous aurez enlevé votre mot de passe, du coup là le store sera accessible publiquement, officiellement, quoi. Ok. Donc voici là-dessus. Donc ça c'était les éléments à faire. Donc on va voir où en est justement notre store. Et bah donc voilà, là il nous dit ah oui alors du coup il faut que j'intègre les éléments. Donc vous avez vu, il me dit ce que je vais faire, c'est que je vais faire la Seamless Shopify Integration et je veux vendre n'importe quoi anywhere. Donc, c'est vendre mes produits, quoi. Donc, je veux dire allow. Et donc, vous avez vu, il me dit ah, c'est quoi ton Shopify admin link? Donc là, je le copie-colle. Donc, souvenez-vous, c'était le lien qui est là. OK? Donc, n'allez pas juste après le slash qui était après le nom de votre store. C'est vraiment toute la partie qui est juste là, quoi. OK? Donc, je vais faire Connect Store. Voilà, donc il va me dire est-ce que tu es OK pour installer Lovable sur ton online store ici? Donc je vais faire install. Voilà. Et l'étape est terminée. Donc ça, c'est bon, on a connecté notre Shopify. Donc normalement, là, il va pouvoir commencer à construire l'ensemble des éléments et il n'aura plus besoin de grand-chose d'autre. OK? Et je pense que vous êtes tous impatients, d'ailleurs, comme moi. C'est là, on est. Le roulement de tambour est insoutenable, enfin, le suspense est insoutenable pour savoir ce qui va sortir justement de notre Lovable. Alors, je peux peut-être vous faire un petit spoiler, remarque en attendant, parce que du coup, c'est vrai que là, on attend, enfin, c'est assez long notre temps d'attente. Donc, ce que je peux vous montrer, du coup, c'est la version finale déjà. Parce que c'est vrai que je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Donc, ici, voici la version finale, justement, de l'application.
Donc voici à gauche, du coup, vous avez la partie chat, et à droite, vous avez du coup, hop, tout le online store qui est disponible comme ça. Ok, donc ça, c'est vraiment, j'ai très peu touché justement à Lovable pour le construire, hein. Enfin, j'ai pas itéré énormément, mais déjà, j'ai déjà fait pas mal de choses, quoi. Enfin, il a déjà fait, je veux dire, tout seul, pas mal de choses. Ok. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça devrait donner. Alors potentiellement, il va peut-être nous faire quelque chose avec un design un peu différent, donc on va essayer de revenir dessus et on va voir déjà où est-ce qu'il en est. Tac, ah, il se connecte toujours à Shopify, donc on va l'attendre. Mais je pense que là, vous voyez, il est en train de travailler mapping product plans with asset in progress, continuing with product plan concept, blablabla. Parce que du coup, en fait, qu'est-ce qu'il fait derrière le rideau, lui? Bah, c'est qu'en fait, il est en train d'ajouter à la main l'ensemble des produits, etc., etc. Il est en train de faire tout seul, quoi, comme un grand, tous les trucs que nous, on aurait dû faire à la main, euh, bah, comme ça, quoi, qu'on aurait dû faire à la main en cliquant sur tout le menu de Shopify, qui aurait pu nous prendre pas mal de temps. Alors même si lui, ça lui prend un petit peu de temps, mais voilà. Your storage contains zero Shopify product. You will need to create real product in your live Shopify from the uploaded. Voilà. Donc là, on dit bah oui, ce qu'on veut, c'est exactement ça. Review et submit. Donc là, vous voyez, il est en train de, ça y est, il a dit ok, j'ai trouvé les produits, il faut que je les construise, pardon. Donc voilà. Ce sera toujours moins long que de le faire à la main, vous me direz, hein. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis ce qui est cool, c'est que aussi, du coup, si vous n'êtes pas un expert Shopify, et bien là, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un expert justement pour déjà tout démarrer et faire ce que vous avez, enfin ce que vous avez envie de faire, quoi. Finalement, vous concentrer sur votre business qui est de faire enfin de vendre vos produits, quoi. Et peut-être qu'on peut faire en attendant, justement, il y en a pas mal qui me posaient des questions sur comment on peut faire des bons prompts. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Là, vous avez vu, j'ai fait un prompt assez rapide pour avoir justement pour avoir mon produit qui est fait le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que à ce stade, enfin, est-ce qu'il y a des conseils ou est-ce qu'il y a des choses, des bonnes guidelines à suivre pour justement créer des bons prompts? Eh bien, ce que je vous conseille, sans aller chercher des techniques compliquées, effectivement, nous, quand on a nos élèves en formation, on va leur donner des techniques qui sont un peu plus complexes pour justement faire des prompts parfaits. Mais déjà, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? En fait, tout dépend du contexte finalement. Il y a un truc à retenir quand on fait un bon prompt, c'est votre contexte. Qu'est-ce que vous faites, enfin, qu'est-ce que vous donnez comme contexte à votre modèle? De manière générale, il suffit, un bon moyen mémotechnique pour quel niveau de contexte je dois donner, c'est imaginer que votre IA, c'est vraiment votre stagiaire, quoi. C'est un stagiaire qui est meilleur que vous parce il vient de finir ses études sur les tout nouveaux trucs, donc il connaît tous les nouveaux trucs. Vous avez juste, entre guillemets, juste hein, l'expérience, quoi. Mais donc, du coup, si vous donnez le bon contexte à votre stagiaire, bah, il sera capable de faire des super trucs. Bah, c'est la même chose avec votre IA. Donc, qu'est-ce que j'appelle du contexte? Du coup, qu'est-ce que ça implique du contexte? Ça peut impliquer plusieurs choses. Ça peut impliquer, en fait, souvent on vous montre le rôle de l'IA. Donc, c'est-à-dire, imagine que tu es un expert en design, etc., etc., avec 10 ans d'expérience dans le domaine. Ça, c'est un premier truc. Vous avez du coup aussi le contexte de votre entreprise finalement. C'est quoi votre entreprise? Qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Voilà. Vous avez votre audience, donc à qui le prompt s'adresse, etc., etc., etc. Donc vraiment, c'est tout ça que vous pouvez mettre justement dans votre contexte. Ok. Et donc, plus vous en mettez, bah forcément, plus vous orientez votre application vers ce que vous voulez faire. Alors, le truc, c'est que on va pas forcément ajouter du contexte indéfiniment, parce que sinon, ça vous fait des prompts qui sont gargantuesquement longs. Donc, c'est peut-être... quel est finalement le moment où on s'arrête? C'est quoi la limite?
dans le contexte, bah, la limite, c'est un peu, est-ce que la nouvelle information que vous voulez y ajouter est effectivement, enfin, vous donne je dirais, du contexte nouveau, marginal ou du contexte nouveau énorme? C'est-à-dire, est-ce que le niveau de contexte que vous avez en plus, vraiment oriente, vachement l'IA ou pas, quoi? Ou si c'est juste du nice to have. Donc c'est là que vous pouvez vous poser la question. Après, évidemment, c'est encore une fois une question de temps et de temps et de niveau de flexibilité, enfin de vous, de qu'est-ce que vous acceptez justement comme niveau d'interprétation de votre IA, quoi. Parce que forcément, là, en l'occurrence, vous avez vu, on est sur un online store sur lequel finalement enfin, moi je le montre pour les besoins de la démo. J'ai pas besoin de faire quelque chose d'hyper précis. J'ai besoin de faire quelque chose qui soit rapidement fait. Et donc, je veux déjà avoir un premier résultat pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est un peu, qui est important aussi, c'est que, bah, plus vous devez réfléchir un peu au contexte, plus ça vous prend du temps et de la charge mentale, quoi. Et forcément, le but avec l'IA, c'est quand même de gagner du temps, hein. Et donc forcément, si vous devez passer autant de temps à créer le prompt et à faire votre super contexte, forcément, enfin, si ce temps-là que vous utilisez est exactement le même que de faire le truc vous-même, bah, ça ne sert à rien d'utiliser l'IA, quoi. Donc il faut c'est une balance que vous devez trouver, quoi. OK? Donc voilà pour ça. Donc je pense qu'on est bientôt bon parce que du coup là je vois que, on est, si vous voyez, alors mon expérience de dev me dit que là on est sur les créations des fichiers root.txt, donc .tsx, donc qui sont les fichiers, JavaScript, enfin TypeScript du coup, qui sont en train d'être créés. Donc on arrive, je pense, bientôt au bout de ce qu'on a à créer, sur notre store. Bon, on va le laisser encore une fois travailler, hein. Je pense que on va pouvoir, peut-être essayer d'avancer un peu sur la suite et vous montrer. Donc j'avais, justement, créé mon online store, fait justement pour ça. Et je voulais vous montrer un petit peu un bonus, pour ce workshop, qui est la partie automation. Parce que du coup, c'est vrai que dans ce workshop, on parlait de N8N. Et donc N8N, c'était un outil d'automatisation. Et qu'est-ce que c'est que l'automation et à quoi ça sert? Ça sert à, quand il se passe quelque chose sur mon application, est-ce que je peux faire autre chose ou est-ce qu'il peut se passer autre chose? Est-ce que je peux faire, par exemple, donner une notification, etc., etc. Donc je vais aller justement sur mon tableau blanc, peut-être pour vous expliquer, enfin d'ailleurs mon tableau qui est noir, pour vous expliquer rapidement et après on va faire notre bonus N8N de la démo. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'on aura notre online store qui sera fini. Donc voilà. Donc juste partie automation, qui est notre bonus pour faire des super trucs justement avec notre online store. Donc voici N8N, qui est, je vous avais parlé au début de workshop, Zapier aussi. Pourquoi je vous présente N8N plutôt que Zapier, qui est l'acteur historique, on va dire, c'est que N8N a une version vachement plus ouverte, et notamment des freemiums qui sont vachement plus flexibles que Zapier. Et on va dire que N8N gagne en flexibilité et ressemble plus à un truc qui serait finalement du low code, et Zapier serait vraiment full no code. Donc là, vous perdez un petit peu en flexibilité sur Zapier quand vous en gagnez un petit peu avec N8N. OK? Et donc l'idée, encore une fois, ça va être de faire, quand il se passe quelque chose sur une application, il faut qu'il se passe quelque chose sur une autre. OK? Donc par exemple, imaginez que sur mon store Shopify, ce qu'on pourrait faire, c'est, quand quelqu'un a démarré un checkout, vous savez, donc il a fait un produit, quoi, il a pris, par exemple, des produits dans le panier, quoi, et il a dit: «C'est bon, je veux démarrer mon checkout». Peut-être que je peux recevoir, par exemple, une notification pour dire: «Ah, celui-là, il a démarré son processus de checkout. C'est un client qui a l'air d'être potentiellement là et du coup, je veux m'assurer que le checkout est bien fait». Voilà. Ou pareil, je peux les ajouter, par exemple, sur une autre base de données externe. Ici, hop, je peux me dire: «Ajoute-le sur une base de données externe». Donc je dis BDD pour base de données, pour après que je puisse faire de l'analyse, par exemple. Donc je me dis, par exemple, tous les gens qui ont démarré, le processus de checkout, donc de paiement, quoi, combien n'ont pas terminé et est-ce qu'il y a une explication à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pour augmenter bien évidemment mes ventes.
Et donc, bah, ça, vous pouvez le faire grâce à N8N. OK? Donc, je vais vous montrer justement rapidement comment vous pouvez le faire. Je vais vous montrer la première étape ici, qui est ce qu'on appelle l'étape de trigger. Ici, ça, c'est un trigger. Trigger. Voilà. T-R-I-2-G-E-R. Et ça, en fait, ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle une action. OK? Donc, allons-y. Je vais vous montrer ça. Et on va regarder juste où est-ce qu'on est notre lovable. Bon, il est toujours en train de travailler, donc on va le laisser travailler. Donc j'ai créé déjà un compte N8N. Vous allez pouvoir le créer aussi si vous le souhaitez. Du coup, on est là sur n8n.io et vous aurez du coup un free trial, pardon, donc votre essai gratuit de 14 jours. OK? Pour nous, nos élèves, du coup, et si vous êtes en formation chez nous, on vous donne un accès à N8N. Donc, vous en faites pas si vous créez votre compte et que vous l'avez plus et qu'après vous allez en formation chez nous, vous n'aurez pas besoin de payer, vous aurez accès à un node N8N directement. OK? Et donc, justement, quand vous y arrivez, bah, c'est ça que vous allez voir. OK? C'est cette landing page. Vous allez voir, vous n'aurez pas de workflow déjà créé, donc forcément, tout ça, ça va être vide. Mais nous, vu que c'est un node, donc une instance, un serveur qui est utilisé pour tous nos élèves, bah, vous voyez un peu des trucs déjà créés, des workflows déjà créés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer un premier workflow ici. Et donc, vous avez ce Canva là qui est à dispo et vous allez y ajouter des étapes. Donc, comme vous avez vu du coup sur mon tableau noir, vous avez un trigger à faire, puis après des actions. OK? Donc nous, je vais vous montrer déjà comment on set up le trigger Shopify. En fait, c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer sur votre plus ici, et vous avez vu à droite, vous avez tout un ensemble de choses que vous pouvez faire pour démarrer votre trigger. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui va démarrer votre automatisation. Alors, nous, ce qu'on va chercher, c'est aller sur On App Event ici. Et là, vous avez plein d'applications qui s'intègrent justement à N8N. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Shopify. OK? On va mettre Shopify ici. Et donc Shopify, vous avez vu, vous avez 59 triggers. Vous pouvez faire plein de choses avec Shopify, plein d'automatisations qui sont très cool. C'est pour ça que je trouve que l'outil est assez puissant quand on le combine avec Lovable, parce que ça marche plutôt bien. Alors, vous avez du coup ici, on va aller, je vais taper checkout parce que voilà, je le connais. Et donc vous avez vu, j'ai on checkout created. Donc c'est là on va dire que dès que quelqu'un justement dès que quelqu'un démarre un processus de checkout, quoi. OK? Donc, ce que je vais faire juste, c'est que je vais appuyer ici et je vais supprimer parce que j'avais déjà créé des credentials pour pouvoir accéder à Shopify. Mais vous, du coup, ce que vous devriez voir, si vous suivez avec moi, vous devriez voir Setup Credential ici. Et donc, ce qu'il faudra faire, et c'est le plus dur en fait dans N8N, honnêtement, c'est pas vraiment de créer l'automatisation elle-même, c'est de mettre les permissions, les bonnes permissions, et donc setuper les credentials pour chacune des applications. Donc, je vais vous montrer un exemple avec Shopify, justement, comment ça marche, et comme ça, vous allez pouvoir le répéter sur l'ensemble de ce que vous avez à faire sur les nodes. Alors, le seul truc, c'est que du coup, c'est toujours un tout petit peu différent en fonction des applications, mais vous comprendrez un peu le concept déjà de manière générale. Donc, vous avez vu quand je fais Setup Node ici, Setup Credentials, il vous dit, voilà, du coup, ce que vous avez besoin de mettre. OK? Alors juste, moi, je vais faire un truc un peu plus simple, c'est que vous avez plein de façons d'accéder justement à une application. Vous avez souvent ce qu'on appelle un access token. Vous avez aussi un truc qui s'appelle des clés d'API. Et vous avez l'OAuth 2. Alors, l'OAuth 2, c'est ce que vous connaissez le mieux en général, parce que c'est ce que vous utilisez quand vous vous connectez avec Google sur une application externe. C'est-à-dire, c'est Google qui vous êtes redirigé vers Google, et il vous dit, bah voilà, connecte-toi avec ton compte Google, vous mettez votre mot de passe, et ça repart sur l'application. En fait, c'est le processus qu'on appelle de OAuth et 2, parce que du coup, il y avait une version 1 avant, maintenant il y a une version 2. Et donc, du coup, voilà les éléments. OK? Donc, quand vous avez besoin d'aide, justement, je vous conseille de cliquer sur Read Our Doc ici, et vous allez être redirigé du coup vers la documentation qui s'occupe de vous aider à faire l'ensemble des éléments pour vous connecter. OK? Donc là, vous avez vu Using OAuth 2, vous l'avez ici. OK? Alors, comment ça marche? Du coup, on va revenir ici, et donc vous avez trois éléments à mettre. Vous avez un client ID, un client secret, un shop subdomain, et vous avez cette histoire d'URL. Alors, je vais vous montrer comment ça marche pour que vous puissiez vous le refaire chez vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement, je vais aller du coup là sur le shop qui est déjà créé, parce que du coup, c'est là où ça pourra marcher. Et vous avez vu, donc vous avez sur votre shop
là une section qui s'appelle Apps. Donc ici, vous allez voir, enfin moi, il y a un truc qui s'appelle NVTen Automation, mais forcément, vous ne l'aurez pas. Donc si vous cliquez sur Apps ici, vous allez voir Apps Settings, voilà, et vous avez Developed Apps. Ok, donc là, vous pourrez aller là et vous pouvez faire Build Apps in Dev Dashboard. Ok, donc vous allez le retrouver ici. Sinon, vous l'avez là. Vous l'avez là. Ok, View Dev Dashboard. Donc là, moi, je vais cliquer dessus. Et donc, vous allez voir encore une fois quelque chose de vide ici. Mais moi, j'ai NVTen Automation. Ok, donc là, je vais faire Create App. Et donc, je vais l'appeler justement NVTen Automation. Et je vais appeler ça juste démo pour savoir que celle-là, c'est juste pour la démo du workshop. Tac, voilà, je zoome un petit peu, comme ça je sais que vous pourrez voir un petit peu mieux. Et donc, qu'est-ce que vous aurez à faire? Eh bien, là, vous avez plein de petits éléments à mettre de setup. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous avez un URL à mettre. Bon, là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement de mettre l'URL de votre serveur N8N. Donc, vous avez vu, moi, il s'appelle n8nforstudents.jeda.education. Donc, on va y aller là. Pardon, c'était ici. Voilà. Les préférences URL, c'est optionnel, donc on n'en a pas besoin. Et donc là, vous allez devoir mettre le scope que vous voulez donner justement à votre application. Ok. Donc, je vais faire Select Scope ici, et donc je vais faire Read All Orders. Et vous avez ensuite, je crois que si je tape Orders juste comme ça, il faut que je fasse Read Orders and Write Orders, par exemple. Et je crois qu'il y a un sujet avec Checkout aussi. Voilà. Read et Write Checkout. Ok. Je vais faire Done ici. Et Redirect URLs, et ben donc, du coup, c'est ça là. Je vais cliquer ici. Et c'est ça qu'il faudra mettre dans cette case ici. Ok. Donc, attention, hein, c'est pas la même chose que l'URL qui est là. Ok. Donc, je vais faire Release. Je vais pas mettre de nom de version ou de message. Il va faire ça automatiquement pour moi. Voilà. Et donc, vous avez vu, j'ai bien une version active ici. Ok. Donc, je peux la remodifier, je peux cliquer dessus, hein, je peux regarder un peu son settings, mais je peux créer une nouvelle version ici. Hein, et donc, ça va me faire une nouvelle version NVTen Automation Demo 3. Quoi, ok. Donc là, je vais aller juste dans les settings, et donc c'est là où j'ai l'ensemble des éléments dont j'ai besoin. Donc, vous avez vu, j'ai un client ID et j'ai un client secret. Et ben justement, je vais le copier. Donc, client ID, il est là. Je vais le copier ici. Je reviens ici, je vais faire client secret. Je vais le copier là, enfin le coller du coup ici. Et mon subdomain, qu'est-ce que c'est? Le subdomain, c'est simplement le nom du store que j'ai besoin de, enfin du store ici. Donc le sous-domaine, c'est celui-là. Ok, donc là ce truc, enfin ce store-là, pardon, ce truc. Quand même, on va pas juste l'appeler truc. Ce store-là, du coup, son sous-domaine, c'est Jeda-merch. Ok. Donc je vais faire ça. Et donc normalement là, tac, j'ai l'ensemble des éléments. Et du coup, vous avez vu, je peux cliquer sur Connect ou Shopify. Donc je suis redirigé. Voilà. Et il me dit OK, est-ce que tu veux installer? C'est bon. Il vous dit cette app, elle n'a pas été reviewed. Donc c'est normal parce que du coup, c'est une app privée. Donc vous n'avez pas elle n'a pas été regardée par les équipes de Shopify, quoi. Donc elle n'est pas vérifiée. Mais c'est pas grave vu que c'est vous qui êtes en train de la créer. OK. Donc là, je peux fermer. Et justement, donc j'ai bien mon token qui est fait là. Et donc, du coup, il va falloir que je teste cette step. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est que j'aille sur mon store Shopify et juste je vais faire execute this step pour voir un peu, pour pouvoir préparer mon automatisation. Donc, je vais faire execute this step pour se tester. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Lovable. Hop. Alors du coup, parfait. Il a terminé du coup notre store ici, mais donc il faut que j'aille sur l'ancien store, hein. Enfin sur celui que j'avais pré-créé pour la démo. Hop. Et donc, je vais aller directement sur une preview. Et vous avez vu, mon lien, il est là. Donc, je vais y aller, hop, comme ça. Et je vais faire quoi? Je vais prendre un Jeda Cap, Add to Bag, et on va faire Checkout. OK. Donc là, vous avez vu, ça marche bien. Déjà, on peut Checkout et je peux payer. C'est super. Donc, on va retourner sur
sur N8N et vous avez vu du coup, j'ai bien, hop, un truc qui s'est passé là et j'ai plein d'informations ici qui est donné. Donc vous avez vu, donc c'est mon trigger a bien marché et donc là je peux fermer, vous avez vu, c'est bien, checké et donc bah, du coup après je peux mettre n'importe quelle action que je veux et de la même manière que ce que je viens de vous montrer pour le trigger Shopify, vous pouvez du coup tout créer comme ça, sans problème. OK? Donc voilà, et bien, du coup justement ce qui est trop bien, c'est qu'en plus on a notre nouveau store qui a été créé apparemment, donc je pense qu'on est bon. Et regardez comme il est beau ce store. Regardez, hop, donc je peux faire preview là justement. Pardon, hop, preview. Et regardez, pas mal. Avec nos super nouvelles merch, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si je vais ici, je peux faire add to cart. Voilà. Et bah, du coup, j'ai bien mon panier qui est là. Ah, alors là, il a dire que c'est vide. Donc je pense qu'il a juste peut-être pas, ouais, il a peut-être pas marché. Il a peut-être pas marché. Non, il a l'air de dire que c'est empty. Mais c'est pas grave du coup parce que bah, ce que je peux faire, c'est recontinuer éditer du coup avec le chat mon Shopify en disant bah du coup j'ai un problème, ça marche. Enfin là, le add to cart fonctionne pas. Et donc est-ce que tu peux le corriger, etc., etc. Mais donc, du coup, ça fonctionne. Enfin, on a déjà le design qui est là et qui marche plutôt bien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez vu, donc on a attendu, bon, allez quoi, un quart d'heure, peut-être là un peu plus. Donc, je pense que l'Overball était un petit peu utilisé, enfin, peut-être était un petit peu moins dispo, mais en un quart d'heure, c'est quand même vachement plus court que si on l'avait fait à la main, quoi. Donc, juste avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités de Lovable qui vont être intéressantes et qui vont vous servir pour la suite. Donc justement, je vous ai déjà dit, bah, vous avez vu, il y a un tout petit bug là qui est de voir qu'est-ce qui se passe pour le fait que mon panier se vide automatiquement. Donc ça, typiquement, c'est justement ce que vous pourrez ici chatter pour corriger. Okay, ça, c'est un moyen justement d'éditer votre design. Okay, c'est d'utiliser le chat. Le chat, c'est ce qui vous permet d'avoir toujours en no-code des fonctionnalités ou des modifications qui sont, on va dire, assez lourdes. Mais si vous pouvez, ou si vous voulez modifier sur des trucs un peu moins lourds, vous pouvez cliquer sur Visual Edit ici. Et donc là, par exemple, si je veux modifier ici, bah là, je peux le faire avec du clic-bouton. Et donc, par exemple, au lieu de dire merchandising, je vais faire un truc un peu plus en langage familier. Je dis JDAM Merch. Et vous avez vu là, hop, ça a été modifié directement comme ça. Donc ça, c'est vachement plus simple. OK. Donc, je vous ai montré deux trucs pour éditer. Vous avez donc Visual Edit et vous avez le chat. Et si vous êtes vraiment genre plus où vous avez besoin de la fonctionnalité maximale, de la flexibilité maximale, vous pouvez cliquer sur code ici. Et là, vous aurez accès au code directement qui a permis de faire cette application. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est que si vous avez besoin, par exemple, d'avoir votre application Lovable et après de la faire travailler par des devs, vous pouvez télécharger la code base et vous aurez du coup les éléments, qui peuvent être travaillés par votre dev, quoi. Ok. Donc voilà pour ça. Et ça, du coup, vous avez une flexibilité assez chouette. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi de no code, low code, full code. La frontière devient de plus en plus poreuse. Bah, c'est justement parce que quand vous avez des outils comme Lovable, vous voyez que vous pouvez finalement aller travailler sur l'ensemble, quoi. Donc voilà pour ça. Après, du coup, ici, vous avez pas mal d'autres choses que vous pouvez regarder, et notamment, vous avez vos analytics une fois que vous avez publié votre site, et vous avez, par exemple, d'autres choses sur la partie paiement et aussi SEO, si vous connaissez un petit peu pour apparaître sur Google, bah, ça, c'est assez utile que vous puissiez l'utiliser, donc je vous laisserai explorer. Le dernier truc, du coup, c'est de bien vous assurer de publier, du coup, votre projet une fois qu'il est là, et vous avez vu, du coup, vous aurez un URL à dispo. Donc, si vous voulez changer justement votre sous-domaine, vous pouvez le faire. Après, vous pourrez avoir des custom domains si vous payez du coup pour à la fois le nouveau domaine et à la fois sur Lovable pour avoir ça. Sinon, vous pouvez utiliser du coup l'URL comme ça. Et après, hop, vous aurez, hop, si je fais continue, vous pourrez créer votre icône, mettre une petite description, des icônes pour les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas en mettre, mais c'est juste pour pour publier vite. Et une fois qu'il est publié, là, votre store sera live. Tac.
Non, on va dire que je veux pas faire de SEO. Voilà. Donc là, je l'ai et j'ai le lien. Et donc, si j'y vais directement, voilà. Et là, c'est le lien live. Vous pourriez tous le regarder. Pas mal, non? Eh bien, on a terminé. Ça y est, on a terminé le workshop. Donc, on a fait un petit peu plus d'une heure, mais c'est parce que je vous ai montré le bonus aussi. Donc, ça a permis enfin, ça a permis de voir l'ensemble du truc. Mais là, vous avez une application no code complet et j'ai même pas regardé une ligne de code pour pouvoir la faire, quoi. Euh, Donc on va pouvoir conclure. Si ça vous a plu justement ce workshop, je vous présente peut-être juste les formations si vous voulez aller plus loin, parce qu'effectivement, le problème par exemple avec le no-code, quand vous avez que les connaissances no-code, c'est que ça vous permet de terminer, enfin de démarrer vachement bien quoi, une application. Mais souvent, vous allez voir que bah, plus vous avancez, plus vous aurez besoin d'un peu de flexibilité. Et c'est souvent là que justement bah, nos étudiants décident de se former. Donc ce que je vous conseille justement, dans tous nos parcours de formation. Là, du coup, ce serait plutôt le parcours qu'on appelle Product Builder, qui est vraiment, on va dire, la suite logique par rapport à ce workshop. Après, on a effectivement des formations métiers qui sont dans d'autres verticales, qui sont toujours là dans l'objectif de vous former plutôt là bah, justement à un niveau professionnalisant, donc pour trouver un job dans le domaine en question. Donc pour Product Builder, ce serait plutôt bah, à la fois ça peut être du dev, mais justement le métier Product Builder, ça peut être aussi Product Manager, ça va dépendre un petit peu de vos aspirations. Et après, bah, vous avez les sujets en IA pour tout ce qui est Data Scientist, notamment Machine Learning Engineer, Data pour tout ce qui est Data Analyst, Data Engineer, Cybersécurité pour plutôt ce qui est Analyste SOC, Pentester, etc., etc. Mais comme je vous dis, la suite logique, en tout cas, si ce workshop vous a plu, je vous conseille du coup la partie Product Builder. On a aussi du coup des formations plutôt d'upskilling, donc ça c'est vraiment pour monter en compétences sans nécessairement aller chercher justement un nouveau métier. Et notamment du coup, si ce workshop vous a plu, celui qui vous se rapprocherait le plus de ce workshop, ce serait la formation en IA générative qui va vous permettre d'utiliser l'IA dans votre job pour aller justement gagner en productivité grâce à l'IA, quoi. Ok. Mais bien sûr, on a d'autres formations d'upskilling sur lesquelles du coup vous pouvez regarder, notamment Power BI sur la partie data, ISO 27001 pour la partie cyber et Cloud DevOps, toujours sur la partie IA, mais qui est plus orienté software engineer, quoi. Donc voilà là-dessus. Si vous voulez du coup en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous du coup avec notre équipe d'admission. Vous pourrez du coup prendre rendez-vous et le lien, vous pouvez le trouver sur jeda.co. Vous avez aussi des journées portes ouvertes qui se tiennent tous les jeudis, justement à 18h, où vous pourrez poser vos questions sur justement comment ça se passe les formations chez nous, les financements, etc. etc. Et bah, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe d'admission, encore une fois, qui va pouvoir vous conseiller un petit peu sur les meilleures formations à suivre, vous orienter et constituer votre dossier, notamment si vous avez des financements, pour pouvoir vous inscrire, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce workshop vous a plu. Pour ma part, c'était un plaisir justement de vous montrer un peu ces nouvelles fonctionnalités no-code. N'hésitez pas justement à me retrouver sur Julie pour à la fois avoir tout le contenu de ce workshop, mais aussi plein d'autres contenus qui sont gratuits. Et je vous dis du coup à une prochaine. Allez, ciao!